Rien ne va plus à l'Assemblée, où Manuel Valls a accusé le député UMP Claude Goasguen de venir de l'extrême droite dans sa jeunesse. Du coup, les députés UMP ont annoncé qu'ils boycotteraient la séance de questions au gouvernement cet après-midi. Nous allons demander à Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, ce qu'elle pense de cette ambiance, ce qu'elle révèle. Et puis, bien sûr, nous allons parler avec elle du traité de libre-échange qui entre dans une phase finale de négociation entre les États-Unis et l'Europe. Nicole Bricq, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Je commence par 3 questions auxquelles vous répondrez, si vous voulez bien, par oui ou par non. Michel Sapin a-t-il commis une imprudence en affirmant ce matin que le chômage devait baisser d'ici la fin de l'année? Non. La loi Florange ne risque-t-elle pas d'effrayer les investisseurs étrangers? Non. Les ministres écologistes bénéficient-ils d'un traitement de faveur en termes de liberté d'expression? Non. Alors, je parlais tout à l'heure du drame à l'Assemblée nationale. On va voir ce qu'en disait ce matin Jean-Pierre Raffarin. Je sens que le gouvernement est très nerveux, très inquiet, probablement qu'il vit ces dernières heures, au moins ces derniers jours. Le ministre de l'Intérieur a quelque peu dérapé. Je crois que par cette brutalité, il a raté la marche de Matignon. Je pense que c'est pour lui une faute. Il faut apaiser tout cela. Une faute, vraiment? Chercher ce type d'argument, ça veut dire qu'on n'en a pas d'autres et c'est bien faible. Ce gouvernement est faible, il est à bout de souffle. Alors, première question, Manuel Valls doit-il présenter des excuses? Oh, certainement pas. Il faut que la droite retrouve ses esprits, se calme, qu'elle parte en campagne électorale au moment des municipales. Son accusation n'était pas fondée. Mais le ministre de l'Intérieur a développé toute une argumentation et il a dit une chose qui n'est pas contestable. Si, parce que Claude Goasguen n'a pas appartenu oui, attendez, à Occident. Moi, j'ai quand même de la mémoire. Il n'était pas de gauche, mon antériorité en politique me fait quand même me souvenir de certaines époques. Pour vous, il était d'extrême droite? Oui, à l'époque, c'est ce qu'on appelait l'extrême droite, à l'époque, mais tout le monde a droit à revenir dans le chemin républicain et je salue le travail qu'il a accompli très souvent au sein de la droite républicaine, celle-là. Alors pour Jean-Pierre Raffarin, c'est une faute qui pourrait coûter Matignon à Manuel Valls, mais les Français ne sont pas d'accord puisqu'il reste en tête dans les sondages et notamment dans un sondage IFOP publié par Paris Match qui le donne très bien placé pour devenir Premier ministre en cas de remaniement. Est-ce qu'il fera un bon Premier ministre? Pourquoi la question se pose? Ben justement, la question se pose. Moi, je ne me la pose pas. Vous ne sentez pas du tout ce climat dont parle Jean-Pierre Raffarin? Pas du tout. Moi, je vois un gouvernement au travail. Ça se voit du reste dans le nombre de projets de loi ou de propositions de loi de la majorité parlementaire qui vont arriver. Vous sentez pas de tension? Dès qu'on aura repris, parce que c'est ce soir la fin de la suspension de la séance, de la session. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'on est engagé dans une bataille économique et prioritaire. Vous ne sentez pas de tension quand, par exemple, Jean-Marc Ayrault demande à Cécile Duflot, qui est écologiste, de se désolidariser des violences commises contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes? Tout ça fait partie du climat normal, du fonctionnement normal de l'exécutif? Elle l'a fait, son parti l'a fait, il a été clair, donc tout le monde est au travail. Comment l'aile gauche du PS vivrait la nomination de Manuel Valls? Ah, mais c'est une question qui ne se pose pas. Vous pensez que là, pour l'instant, tous les sondages, unanimement, donnent le PS battu au municipal. Vous pensez qu'il faut aller vers la défaite sans rien changer? Écoutez, les sondages, ça va, ça vient. Il faut les prendre comme des photographies. Ça me fait qu'aller dans un sens. Il faut les prendre comme des photographies à un moment donné. Nous allons rentrer dans le vif de la campagne électorale. Nous avons des maires qui ont bien géré leur ville. Et qu'est-ce qui se passe au moment des municipales? On choisit un homme ou une femme, il y en a de plus en plus quand même, et une équipe pour mener à bien un programme qui touche les Français dans leur proximité. Moi, ce que je dis, c'est que l'essentiel, c'est de venir voter. Parce que j'observe que depuis des années, alors que le maire était vraiment le personnage le plus politique, le plus encouragé par les électeurs, c'est une élection de proximité, j'observe que la participation baisse là aussi. Et là, donc j'incite les Français à venir voter pour celui ou celle
qui aura le meilleur projet politique pour la ville. Cette participation s'annonce particulièrement faible et les gens... Ça, c'est inquiétant, je suis d'accord. Et comment vous l'expliquez? Je suis d'accord. Je souhaite que, à cette occasion, les Français participent au vote. C'est vraiment leur élection. C'est inquiétant pour la gauche, leurs problèmes peuvent se régler à leur niveau. C'est inquiétant pour la gauche? C'est inquiétant pour tout le monde, parce qu'on sait très bien que le fait de ne pas avoir un pourcentage d'électeurs suffisant qui viennent, qui se prononcent, ça fait toujours remonter les extrêmes. Mais vous ne voyez pas de corrélation entre cette abstention forte et l'impopularité du gouvernement? Non, il reste un mois de campagne. J'observe ce mouvement de décrue de la participation depuis 1989. Oui, mais là, il n'est pas nouveau. Oui. Donc, il faut absolument que... C'est pour ça que le message que je donne à la droite, c'est qu'elle se ressaisisse, qu'elle sache où elle habite, qu'elle n'hésite pas, qu'elle ne soit pas taraudée par aller avec les uns ou rester elle-même. Il faut qu'elle y participe à cet effort d'appel. Votre arrière-pensée? C'est pas une arrière-pensée, on voit bien, et ça s'est vu hier, lors de ce que vous qualifiez d'incident. Moi, j'ai vu que le président du groupe a longuement hésité à se lever et à quitter l'hémicycle. C'est toujours un geste grave qui était complètement disproportionné par rapport au fait qu'il avait causé. Et ce que j'ai vu, c'est que la grosse majorité des députés de droite hésitaient vraiment à se lever. Il a donc, comme souvent, c'est les plus braillards qui l'ont emporté, mais ils n'étaient pas les plus nombreux. On va quand même parler un peu du traité de libre-échange qui entre normalement dans sa phase finale, bien qu'il y ait eu déjà beaucoup de retard dans les négociations entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que c'est une chance pour la France, sachant que son commerce extérieur est toujours en déficit, contrairement à celui de ses voisins? Mais c'est très intéressant pour nous, Français, parce que d'un côté, les États-Unis sont le premier investisseur en France, dans des investissements productifs, dans des entreprises. Ils ont 4440 entreprises en France qui travaillent, qui sont des filiales ou des entreprises à capitaux américains qui sont là. Donc c'est très intéressant dans ce mouvement d'attractivité. Et c'est très intéressant aussi parce que nous avons des intérêts, comme on dit dans notre jargon commercial, offensifs à faire valoir. Et qu'en valeur ajoutée, c'est avec les États-Unis que nous avons le premier partenaire commercial. Donc c'est intéressant. Et un troisième titre, c'est que les États-Unis sont une terre d'innovation. On l'a constaté quand on est allé, avec le président de la République, lancer la première maison de la France à l'international à San Francisco et à Boston. Marine Le Pen affirme que cet accord va ruiner l'agriculture française. On a des garanties que ce ne soit pas le cas? L'agriculture sera un sujet, mais nous le savons. Nous savons les OGM, le bœuf aux hormones. Mais on connaît ce qu'on appelle nos lignes rouges. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Maintenant, je sais que les intérêts américains, qui bénéficient aussi de subventions à l'exportation, vont être très offensifs. Mais nous sommes en phase de conclusion d'un accord avec le Canada, où nous avons su, nous, Européens, défendre quelque chose qui nous est très cher, la propriété intellectuelle, au travers des indications géographiques. Ce sera un sujet qui sera traité. Nous savons aussi que nous avons une discussion sur les quotas de viande qui pourront être discutés, placés en Europe de la part des Américains. Et je sais que j'ai rencontré le président des fermiers américains, c'est quelqu'un de solide et de dur. Mais je sais aussi que nous avons des intérêts positif vis-à-vis de nos produits laitiers. Donc, comme toujours, une négociation, il faut mettre sur la table, on n'en est pas encore là, ce qui est bon pour les Américains et en même temps trouver les bons. Voilà, il faut que tout le monde y trouve son compte. Il faut que ce soit pour la croissance, pour l'emploi, pour nos économies respectives, européennes et américaines, et en même temps qu'on se respecte. Il s'agit d'un partenariat. Il ne s'agit pas de négocier dans un état d'infériorité. Nous sommes deux puissances commerciales majeures, les deux premières du globe. Je reviens juste pour finir sur le déficit persistant du commerce extérieur français, notamment au moment où ses voisins gardent ou retrouvent un excédent commercial. Alors, je ne vais pas dire que c'est votre faute, puisque ça fait des années que ça dure, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'en sortir ?
D'abord, le déficit baisse, il faut quand même le dire, puisque quand je suis arrivée, j'ai trouvé un déficit qu'on peut qualifier d'historique. Il y en avait eu comme ça de moins 74 milliards d'euros. On est 2 ans après à moins 61 milliards. Mais et hors énergie, c'est moins 13 milliards 5. Donc il se réduit beaucoup. La facture énergétique, il faut la réduire au maximum. C'est l'objet de la transition énergétique qui fera l'objet notamment d'un projet de loi. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il faut accélérer. Et c'est le sens de l'annonce qu'a faite le Premier ministre et le Président de la République, surtout, au travers des pactes de compétitivité novembre 2012 et du pacte de responsabilité qui va faire l'objet demain, vendredi, le 28, d'un sujet de négociation des partenaires sociaux. C'est très important. Et après, il faudra soumettre ce pacte de responsabilité. Pourquoi c'est important? Parce que les entreprises vont bénéficier de marges de manœuvre qui leur permettront d'investir et de créer de l'activité et de l'emploi. Et l'investissement, c'est le nerf de la guerre. Vous n'êtes pas pour chiffrer les contreparties en termes d'emploi, vous l'avez dit. Non, et j'observe que le Parti socialiste qui est mon parti, qui vient d'avoir un texte qui demande une négociation sociale, elle est en cours. On peut l'amplifier, elle est très importante. Et parce que ça met les partenaires sociaux devant leurs responsabilités, l'État a pris les siennes, et j'observe qu'il n'y a pas de chiffres dans le texte du Parti socialiste, et le premier qui avait lancé un chiffre, c'était M. Gattaz. Donc on progresse. Nicole Bricq, merci beaucoup, au revoir. Au revoir.